nous sommes effectivement à la serre tropicale du Muséum national d'histoire naturelle, un décor absolument formidable, très chaud, beaucoup plus chaud qu'en extérieur et néanmoins extrêmement inspirant. Nous sommes sur Zoom, nous sommes connectés à vous, qui vous trouvez, si j'ai bien compris, à Créteil, à Versailles, à Nice et même à Gap. Cette rencontre est organisée par le MUMO, par les académies de Créteil et Versailles. Le MUMO, je le rappelle, c'est un musée mobile gratuit d'art contemporain pour les enfants qui, depuis 2011, a sillonné 7 pays d'Europe et d'Afrique. À son bord se trouve une exposition intitulée Objectif Terre. Cette exposition, on la doit au Centre national des arts plastiques ainsi qu'au Fonds régional d'art contemporain PACA. Elle va partir sur les routes à partir de septembre pour aller à votre rencontre. Et l'un des artistes qui est mis à l'honneur par le ministre s'appelle Tom Shannon. Je le redis, nous sommes en décor naturel, donc il y a parfois quelques travaux et donc quelques petits bruits parasites qui vont intervenir, mais ce n'est pas grave. Tom Shannon est américain, il est né en 1947. Il conçoit et il fabrique des œuvres qui, grâce au champ magnétique, semblent suspendues au-dessus du vide. Certaines des aquarelles de Tom Shannon seront à bord de l'exposition MUMO. Tom Shannon travaille avec les lois de la gravité. Il invente des mondes qui sont différents, des mondes qui sont peut-être des images ou des projections des mondes du futur, ce qui correspond et nous amène au thème dont on va parler aujourd'hui, le jour d'après. Pour parler de ce jour d'après, c'est-à-dire évoquer ce à quoi peut-être il va ressembler, comment on peut s'y préparer, de quelle manière il va venir à nous pour définir si ce jour d'après sera le jour des catastrophes ou le jour des renouveaux, ou peut-être simplement le jour de la continuité des choses telles qu'elles sont. 3 participants vont dialoguer entre eux dans un premier temps, puis avec vous, je le disais, dans un second temps, puisque vous allez leur poser des questions. Ces 3 invités sont 2 scientifiques et un artiste, parce que l'art et la science ont beaucoup en commun, ont beaucoup à se dire. Je vous les présente. Juste à ma droite, portant des lunettes, Florian Jabour. Florian, vous êtes scientifique. Vous êtes maître de conférence et conservateur à l'Herbier de Paris. Votre bureau est juste à côté de la serre tropicale. Vous vous consacrez particulièrement à l'évolution des espèces de plantes. À côté de vous, Maxime Rossi, c'est celui qui a la casquette. Maxime Rossi, vous êtes artiste vidéaste. Vos œuvres sont présentes dans les collections du Centre national des arts plastiques. Votre travail est très influencé par la musique qui va de Pink Floyd à la comédie musicale, des influences contemporaines, c'est très éclectique. C'est très éclectique. Et cette musique impacte ou pénètre les œuvres visuelles, vidéastes notamment, que vous concevez et qui procèdent par assemblage ou par juxtaposition d'images ou par accolade entre elles d'images de nature différente. Marie-Christine Morel, avec le pull jaune, vous êtes professeure de biologie cellulaire et moléculaire, vous êtes directrice du laboratoire de recherche en biochimie de l'évolution et adaptabilité moléculaire. Attends, mais j'étais. Vous n'êtes plus? Je dirige plus ce laboratoire. Non, non. Ah, vous avez dirigé. Mais le passé ne faisons pas table rase. Donc, on n'en fait pas table rase. La science vous passionne, vous recherchez, je crois, notamment ce qui concerne les origines de la vie, mais vous êtes aussi, et c'est intéressant ici pour le débat qui nous occupe, très intéressé par ce qui relève de l'art. Alors, vous avez chacun, en écho à l'œuvre de Tom Shannon, choisi une œuvre que nous verrons sans doute à l'écran, et si nous ne la voyons pas, parce que la technique n'est pas toujours très obéissante, vous allez nous raconter chacun l'œuvre que vous avez choisie. On démarre par vous, Maxime. Il s'agit d'une œuvre qui est une performance d'Otobong Nkanga qui s'appelle Diaspore ou Diasporé. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Il s'agit d'une performance avec, si je ne dis pas de bêtises, 4 performeuses, 4 femmes qui portent sur la tête des jasmins nocturnes dans des pots et qui déambulent sur une cartographie inventée et imprimée au sol qui sert de moquette, une sorte de tapis carte imaginaire. Et pendant leur déambulation, elles chantent. Et je crois que c'est un travail
poétiques et une réflexion de cet artiste sur l'idée de territoire, de ressources et de transmission à la fois orale par le sang et puis aussi par des matières naturelles, quoi. Comment un héritage se transmet et comment le patrimoine oral et le patrimoine matériel sont un peu inséparables. Florian Jabou, votre choix à vous, c'est porté sur une planche d'herbier qui date de 1887. Oui, du 19e siècle. Alors, je vais réutiliser ce qu'a dit Maxime, territoire, ressources et transmission. Ça me convient très bien pour qualifier mon œuvre qui n'est pas une œuvre d'art, c'est une œuvre puisqu'elle a été réalisée par un récolteur sur le terrain au Maroc, donc le territoire, l'Afrique du Nord. Cette plante a été séchée et attachée à un papier pour être conservée pendant des siècles, pour être transmise aux générations futures, scientifiques ou non. Et c'est une ressource biologique pour l'étude de la diversité passée et pour mieux comprendre la diversité actuelle. Donc ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une œuvre qui fonctionne, qui est manipulée encore aujourd'hui et qui nous renseigne sur l'évolution de la biodiversité. Marie-Christine Morel, en ce qui vous concerne, il y a deux images. Il y a l'image d'une molécule ADN et sa réinterprétation, sa relecture par l'artiste Salvatore Dali. Pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix? Parce que donc, je rebondis aussi Oui. sur ce qu'a dit Maxime à partir du territoire et de la transmission. Alors cette molécule d'ADN, sur la photographie que vous avez ici, elle est située au sein du chromosome. Tout le monde sait ce que c'est qu'un chromosome. Nous avons 46 chromosomes, 22 autosomes et 2 chromosomes sexuels. Et ces chromosomes sont les molécules, les particules, les molécules qui portent une hérédité qui est transmise d'une génération à la suivante, de l'idée de transmission. Alors, ces chromosomes sont situés, leur territoire, c'est la cellule vivante. Toutes les cellules vivantes ont des chromosomes, bactéries, plein. Nous en avons donc 46. Et c'est une molécule extrêmement fondamentale à laquelle tout le monde s'intéresse parce qu'elle porte le patrimoine que l'on appelle génétique, à la fois de l'humanité et à la fois de tout un chacun, d'une génération à la suivante. Alors, j'ai relié donc cette notion fondamentale du vivant, de la transmission héréditaire d'une génération à la suivante, je l'ai relié à une peinture et une sculpture stéréoscopique réalisée par Salvador Dali dans les années 1970. Salvador Dali était un passionné de sciences. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais il s'est intéressé énormément à la fois aux mathématiques, à la géométrie, à la chimie, et évidemment à l'optique. Et c'est pour ça qu'il a créé cette vision stéréoscopique de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui constitue les chromosomes. Et ce qui est intéressant dans cette vision qu'il a, parce que bon, Dali, tout le monde en connaît un petit peu la personnalité, c'était que lui, il imaginait que l'ADN, c'était tout. Et cet ADN était tout, effectivement, ça porte un message génétique. Mais aux extrémités de la molécule, si vous regardez la représentation de Dali, il y a deux mains. Oui. Ce qu'il appelait the divine power of DNA, le pouvoir divin de l'ADN. Disait que Dieu était dans l'ADN. On peut en discuter, mais c'est extrêmement évocateur, je trouve, à la fois du passé et du futur du vivant. La présence de la main, elle est aussi dans le choix que vous avez fait, Maxime. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes sont portées
par l'homme dans la performance que vous avez présentée. Et si je parle de ça, c'est parce qu'on peut trouver en ligne la proposition des élèves du lycée de terminale de lycée de Viollet-le-Duc qui ont dessiné un homme portant sur son dos une planète. Ce qui laisse à penser finalement, et je ne sais pas si c'est votre perception à vous, ou en tout cas votre pressentiment, que la planète, pour s'en sortir, aurait désormais absolument besoin du soin que peut lui amener l'homme, ce qui veut dire aussi qu'elle est dépendante de l'homme, qu'elle serait dépendante de l'homme. Est-ce que c'est votre avis? C'est une vaste question. Ce que je peux dire peut-être, c'est que je me sens en tout cas forcément en accord avec la vision de Bruno Latour quand il parle de retour à la Terre, Oui. d'atterrir, de retour à la Terre. Quand il parle de modifier ce rapport-là qu'on a avec la planète et de se sentir pris dans un système qui est la Terre plutôt que pris au-dessus d'un système. Voilà. Ça, forcément, c'est quelque chose qui me parle et qui doit parler encore plus même aux plus jeunes générations. Après, j'ai pas vu cette œuvre des étudiants pour ce qui est de Otobong Ntanga. Je pense qu'il y avait cette idée de socle. L'idée de socle, c'est une idée qui parcourt toute la sculpture. Et là, ah oui, je vois. Et là, cette idée de socle, c'est que finalement, c'est la personne, quoi, qui fait socle et c'est plus la terre qui est, ou la plante qui est sous les pieds. Donc, il y a cette idée de rapport, il y avait cette idée de rapport inversé, Inversé, oui. chez elle je parle un peu à sa place, mais je suppose, est en accord avec cette idée de la tour, quoi, de réatterrir, de refaire contact avec le sol. Bruno Latour, qui est donc ce sociologue qui a proposé à chacun de réfléchir, de profiter du temps de la pandémie pour réfléchir au monde d'après, justement. Bruno Latour, qui est sociologue et qui organise aussi à la fois des conférences dans le cadre artistique et puis aussi des biennales, parce qu'il a curaté la dernière biennale de Taipei avec Martin Guignard. Ce qui est intéressant aussi dans vos choix respectifs, que vous soyez scientifique ou artiste, c'est justement, et vous faites la synthèse de ça, Marie-Christine, d'une certaine manière, c'est l'association art et science. Et ça sera l'objet, au fond, de la première question de cette rencontre. Que peut l'art pour la science et que peut la science pour l'art? Alors moi, je n'ai jamais dissocié l'art et la science. Je pense qu'une activité scientifique est une activité créatrice avant tout. Donc, évidemment, il y a l'observation, mais en art aussi, il y a de l'observation. Et les chercheurs sont des créateurs, à mon sens. Et il y a une tendance à considérer la science, de réduire la science à la technique. Or, la technique est extrêmement importante, évidemment, en art et en science. Un peintre a besoin de pinceaux, de couleurs, de motifs, etc. Mais du point de vue, je crois, de la pulsion intérieure qui pousse à être ou chercheur ou artiste, je pense que c'est la même motivation, le même mouvement qui est à la base de ces deux activités. Et d'ailleurs, on a tellement d'exemples de grands artistes qui étaient scientifiques. Léonard de Vinci, par exemple. Léonard de Vinci s'est intéressé à l'anatomie, l'homme de Vitruve, par exemple. Il s'est intéressé à l'aviation, à l'automobile, à l'architecture, enfin toute une série d'activités qui sont, entre guillemets, réservées à la science. Mais lui disait qu'une activité artistique était, dans son domaine en tant que peintre et sculpteur, était indissociable de la géométrie, de la mathématique, etc. Donc on a plein d'exemples. Je pense à Dali, j'en ai parlé, Léonard de Vinci, Einstein aussi, qui disait
à propos de l'imagination, il disait l'imagination est bien plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, alors que l'imagination est ouverte à tout l'univers. Donc, il y a des liens très, très féconds entre art et science depuis la nuit des temps. Hein. Et, euh, et, euh, et voilà, la science n'est pas une technique, l'art n'est pas de la technologie. Il y a des implications très, très... C'est d'ailleurs au point que, par exemple, Florian, l'œuvre que vous avez présentée, l'herbier, vous parlez de cet herbier en parlant d'œuvre. Or, il s'agit au départ de la représentation d'une plante extrêmement périssable et fragile. Donc, finalement, ce qui est né en 1887 accède au statut d'œuvre d'art aujourd'hui parce que ça a pu être conservé et ce n'est plus du tout la plante, c'est une œuvre d'art. Je vais un peu moduler ce que vous avez dit. Alors, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une œuvre de collection patrimoniale qui sert à la science. Bien sûr, la plante a été disposée sur la planche de manière esthétique pour montrer toutes les parties nécessaires à l'identification de la plante. On peut la concevoir comme une œuvre de par son esthétisme, mais aussi de par tout ce que la plante apporte avec elle de son histoire, du fait que sur le terrain, l'espèce est menacée d'extinction, mais on a toujours des témoignages physiques de ces populations et de cette espèce dans les collections patrimoniales, et on peut faire plein d'études sur cette plante morte, des études de forme, de morphologie, d'anatomie. On peut même en extraire l'ADN. Il y a encore de l'ADN exploitable dans cette plante sèche. Mais je persiste à dire que ce n'est pas une œuvre d'art, puisque si on dit œuvre d'art, on va peut-être avoir l'impression qu'on ne doit pas y toucher. Au contraire, moi j'invite mes collègues à toucher, exploiter, couper, connaître ce qu'il y a à l'intérieur pour découvrir des choses. Dans la perspective de ce que serait ou sera le jour d'après, on essaiera peut-être de définir plus précisément dans un second temps, quels seraient les liens, selon vous, de manière idéale, qui pourraient ou devraient s'inventer encore plus, encore davantage entre l'art et la science? Ils existent, hein. Ils sont là, vous l'avez souligné, Marie-Christine. Mais de quelle manière très active on pourrait imaginer des concordances, des accords, des associations entre art et science? La question s'adresse à vous trois. Maxime. Ah, ok. Moi, j'ai jamais renvoyé l'une et l'autre dos à dos, déjà, puisque j'ai toujours collaboré tant avec d'autres artistes qu'avec d'autres scientifiques de tout domaine. Et finalement, une œuvre, elle est un peu chorale comme ça, c'est-à-dire qu'elle réunit la voix de plusieurs personnes qui ont des compétences ou des centres d'intérêt différents. Par exemple, avec Florian, on a pu faire une affiche l'année dernière pour la nuit blanche à partir d'une planche d'herbier. Et finalement, Florian n'a pas juste sorti une fleur que je suis venu photographier, etc. Il y a eu une discussion et un échange au préalable et qui a complètement orienté la direction prise par l'affiche. Et voilà, donc au final, il y a eu un dialogue tout du long qui ont abouti à une œuvre ou une affiche, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, ça c'est quelque chose qui arrive, je pense, pour beaucoup d'artistes. Et puis de plus en plus aussi avec des formes d'art digital qui intègrent diverses compétences, l'ingénierie, etc. Ou au contraire des personnes qui s'intéressent de plus en plus à la botanique, à la microbiologie, aux champignons, à tout ce monde qui est pas un monde qui existe sur un écran d'ordinateur, mais qui, comme un disque dur, véhicule aussi plein d'informations, tout un héritage.
Mais si l'artiste est très invité maintenant dans les représentations de l'art, que ce soit les arts plastiques, que ce soit sur les scènes de théâtre, avec les danseurs, on en voit de plus en plus. Est-ce que l'artiste, lui, est invité dans le laboratoire des scientifiques? Est-ce qu'il est assez invité, ou pas du tout, peut-être, dans le laboratoire des scientifiques? Vous disiez tout à l'heure qu'Einstein Oui. parlait de l'imagination comme étant plus intéressante que la connaissance. Oui. Est-ce que vous sollicitez l'imaginaire de l'artiste, vous, scientifique, pour déclencher chez vous des idées peut-être, ou des perspectives qui ne se présentaient pas à vous? Mais le travail même du scientifique, le travail même du scientifique consiste à Imaginez? imaginer. Oui. Il émet des hypothèses et ensuite il va tester ces différentes hypothèses en faisant faire des thèses à des étudiants sur tel ou tel aspect de ce qu'il a imaginé, de ce qu'il a hypothésé, entre guillemets, dans son champ, dans son propre champ. Et j'étais en train de penser, je ne sais plus quoi, ça m'a échappé. Excusez-moi. Vous avez une revue, Oui. Marie-Christine, vous avez une revue où vous invitez des artistes aussi Oui, à absolument. échanger. Oui, moi je dirige une revue qui s'appelle Art et Sciences, justement, et dans laquelle il y a énormément d'artistes qui s'expriment et qui expliquent comment ils ont conçu leurs œuvres et comment eux l'interprètent. Et parfois, l'observateur, enfin le visiteur dans des musées, etc., n'a pas du tout la même interprétation que le créateur, que l'artiste. Et vous parliez du art et sciences, comment dans le futur ça peut se continuer, mais ça a existé depuis toujours et ça continuera. Les hybrides, par exemple, Oui, des plantes, l'hybridation. l'hybridation Ouais. des plantes a créé de nouvelles plantes. Et alors c'est souvent pour des raisons domestiques, enfin d'alimentation, d'élevage, etc. Mais je pense que Florian, il doit avoir plein de choses à dire là-dessus, sur l'hybridation, qui est porteuse d'avenir, qui a toujours été porteuse de l'après, comment les populations humaines, animales ou autres, enfin, se sont installées dans un écosystème et ont pu se développer grâce à des nouvelles plantes, des nouveaux animaux qui sont nés par hybridation. Nous-mêmes, nous sommes des hybrides de Néandertal et d'Homo sapiens. Donc, je crois que vraiment, le art et sciences sont liés, quoi. C'est-à-dire, et que la science, c'est une prospective d'avenir portée par l'art. Et la création d'hybrides, souvent, ce sont régulièrement, chaque année, il y a une exposition sur les orchidées. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, donc au Jardin des Plantes. Et il y a à la fois des orchidées naturelles, évidemment, mais il y a des croisements, des formes, des couleurs absolument extraordinaires qui sont créées par des spécialistes des orchidées. Tu nous en dis deux mots, Florian? Oui, alors, je vais essayer de rester objectif parce que mon avis de botaniste, c'est que moi je préfère toujours observer des formes sauvages et pas manipulées par l'homme et pas dirigées vers un certain résultat plaisant pour l'œil humain. Ces croisements, ces hybrides pour l'horticulture visent à satisfaire notre esthétique. Mais dans la nature, les échanges de gènes, les croisements qui survivent à l'épreuve de la sélection naturelle correspondent à des liens entre pollinisateurs, entre herbivores et plantes, et c'est tout un fonctionnement qui est complexe. Et je voulais aussi ajouter par rapport à ce qui avait été dit précédemment que ce qui relie pour moi l'art et la science, c'est la curiosité et la transmission. Un artiste comme un scientifique est curieux. Et j'ai pu remarquer en travaillant avec Maxime que
notre curiosité est un petit peu différente, où moi, je canalise ma curiosité pour ne pas trop déborder dans l'art parce que je ne serai plus crédible en tant que scientifique. Mais ça, c'est dans ma vie professionnelle. Et la transmission, un artiste veut transmettre une émotion, un sentiment, un scientifique veut transmettre une découverte. Une vérité? Est-ce que le scientifique veut toujours transmettre une vérité avec la rigueur qu'on suppose être l'apanage du scientifique, là où l'artiste va pouvoir lâcher prise à son imaginaire et peut-être justement être en capacité de faire un pas de plus dans l'imagination? Je dirais que l'artiste transmet sa vérité et le scientifique transmet une vérité à un instant donné avec tout le bagage scientifique dont il est l'héritier. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Je suis d'accord, absolument. L'hybridation, j'aimerais on y revienne parce qu'au fond, il me semble que ce dont vous étiez en train de parler, Florian, c'est, pour reprendre un mot qui est très très employé depuis maintenant quelques années, c'est l'écosystème au fond. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement des limites à l'hybridation et donc à l'intervention de la main de l'homme sur la nature? On parlait en ouverture de la main de l'homme qui est bienveillante vis-à-vis de la nature portée sur le dos, les plantes portées à bout de bras dans la performance dont vous nous avez donné à voir une image, Maxime, mais est-ce que la main de l'homme intervenant sur la nature n'est pas aussi suspecte de trahir effectivement quelque chose qui n'appartiendrait qu'à la nature, pour des raisons esthétiques et peut-être aussi pour des raisons commerciales, pour des raisons sanitaires, pour toutes sortes de raisons? Est-ce qu'il faut toujours souhaiter cette hybridation? Est-ce qu'il y a des limites à lui poser? Je crois que Florian a parlé tout à l'heure de transfert de gènes. Donc il y a entre tous les organismes vivants des transferts de gènes, entre bactéries, au cours de la pollinisation. Donc il n'y a pas de limite à l'hybridation. La sélection naturelle n'est possible que parce qu'il y a des espèces qui, à un moment donné, s'adaptent à un environnement et colonisent une niche écologique qui était avant occupée par des espèces qui disparaissent, soit par des événements géologiques puissants, soit en raison d'un virus, soit... Donc, ces espèces qui vivotaient là, qui n'avaient pas la place de se développer, eh bien, vont tout d'un coup se mettre dans un milieu, et puis là, il va y avoir des échanges, ce qu'on appelle maintenant des hybridations, et il va y avoir développement d'adaptations qui n'étaient pas à l'œuvre, si je peux dire, dans un trou de roche ou... Donc, est-ce qu'on doit limiter l'hybridation? Elle est illimitée. Spontanément, elle se fait. Alors, la main de l'homme, évidemment, intervient beaucoup là depuis des dizaines de milliers d'années, depuis le développement de l'agriculture et de l'élevage. Mais, et puis encore de plus en plus avec les techniques actuelles. Et je crois qu'il faut considérer l'hybridation comme un phénomène naturel qui se produit dans la nature. Je pense. En tant qu'artiste, qui justement travaillait sur la collusion ou la collision entre différentes images, différentes sources musicales, Maxime aussi, est-ce que justement le spectacle de l'hybridation, tel que vous le voyez à l'œuvre, dans la nature, mais aussi chez les animaux, qu'on croise à dessein, enfin, je ne sais pas aujourd'hui quels sont les chats qui sont d'origine pure, ça n'existe plus vraiment, ou les chiens, il n'y a que ça, des croisements de différentes races, mais bon, ce n'est pas le sujet de la conversation. Est-ce que ça vous inspire? De toute façon, c'est quelque chose qui traverse l'art contemporain, mais même pour des graines. Regardez par exemple sur Internet la dernière exposition de Kapwani Kipanga, et elle fait tout un travail sur ces graines hybrides, comment est-ce qu'elles ont traversé les océans. Par exemple,
cachées dans les chevelures de femmes esclaves, comment les graines ont été utilisées pour se nourrir, parfois pour se défendre, quand elles étaient poison, tout ça. Puis comment est-ce qu'elles ont réussi à faire les mélanges elles-mêmes finalement. Et puis dans la culture, sortie de en dehors de la botanique pure, c'est quelque chose qui existe aussi. Parce que, par exemple, quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde Le Roi Lion, quand on regarde Dragon Ball Z, on ne sait pas forcément que ça a été inspiré par un dessin animé japonais qui lui-même a été inspiré par un ballet chinois qui lui-même a été inspiré par une fable du XVe siècle et qui finit sur un smartphone en jeu de réalité augmentée. Donc il y a il y a toujours des adaptations comme ça. Vous parliez d'orchidées tout à l'heure, il y a un film intéressant qui s'appelle Adaptation, qui parle des orchidées, qui est par le scénariste Dans la peau de John Malkovich, et qui parle de cette question-là justement de l'adaptation à la fois botanique, mais aussi l'adaptation d'un livre à l'écran, par exemple. J'espère que ça répond. Non, mais j'étais en train de penser à un autre film, qui est le film de David Cronenberg, qui s'appelle La Mouche. Ouais, bien sûr. Où là, il y a une hybridation d'un homme avec une mouche, Ouais. qui fabrique un muton. Ouais. Et on est clairement en train d'entrer dans une civilisation mutante, il me semble. Hein. Enfin, je ne m'appuie sur aucune rigueur scientifique en disant ça, mais uniquement sur des lectures. Mais surtout Florian. Uniquement, je ne m'appuie que sur les artistes, en fait. Mais bon. Et donc, c'est pour ça que je reviens à la question du danger que ça peut poser, en tout cas de la limite peut-être, que l'homme doit se mettre à lui-même. Il me semble quand même que vous êtes vigilant par rapport à ça. Florian, justement dans sa manipulation des espèces végétales, animales, et ainsi de suite. On est vigilant, bien sûr, mais il y a aussi des cadres réglementaires qui existent. Oui. Nous, en tant que scientifiques, on ne fait pas du tout ce qu'on veut. On n'est pas des amateurs, nous ne sommes pas des amateurs qui décidons de croiser des entités biologiques différentes. C'est là où vous n'avez pas la liberté de l'artiste, qui lui a Mais la nous, on liberté. fait pas ça. Nous, on a Gali, il a fait des trucs. nous, on a la liberté d'étudier la diversité sauvage qui est déjà monumentale et qu'on connaît très peu. Le fait de manipuler et de forcer certains échanges qui ne se font pas naturellement, ça peut être fait par des scientifiques qui travaillent dans certaines entreprises qui produisent ce genre de résultats. Mais nous, en tout cas, dans un muséum national d'histoire naturelle, on examine ce qui existe. Et c'est déjà immense. Est-ce que c'est vrai que la nature a horreur du vide? En fait, ma question, en vérité, n'est pas celle-là. Est-ce qu'il y a encore, aujourd'hui sur cette planète, des endroits vierges de toute irruption, de tout passage de l'homme? Est-ce que ça existe encore? Si on le savait. On ne le sait pas? On ne le sait pas. C'est-à-dire, comment peut-on savoir que quelque chose n'existe pas? C'est-à-dire, si un endroit est vide, n'a jamais été exploré, on ne peut pas le savoir, par définition. Par exemple, on a découvert il y a très très peu de temps des bactéries qui vivent dans la roche, dans la profondeur, il y a des distances abyssales au sein même de la roche. Hein. Je ne parle pas des abysses sous les océans à 3000 mètres. Je parle de la roche, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. On a découvert ces bactéries. Donc, qui pouvait imaginer que cela existait? Et c'est de manière presque fortuite, c'est presque parce que les chercheurs en géochimie, ils disposent aujourd'hui, les géologues disposent aujourd'hui d'outils d'investigation dont on ne disposait pas il y a même 10 ans ou 15 ans de cela. Mais personne, n'importe quel scientifique aurait dit au creux de la roche, dans des profondeurs très très profondes, il y a des bactéries, il aurait été traité de fou. Eh bien, on a découvert ces souches bactériennes-là. Et puis, donc, Florian l'a évoqué, on ne connaît aujourd'hui que très peu
de choses du vivant, enfin, très peu de vivants sur Terre. Entre 15 et 20% du vivant est connu sur cette planète. Autrement dit, il y a 80% d'organismes vivants qui sont inconnus. Donc on le sait par toute une série, il y a des articles scientifiques qui développent cet aspect-là de notre inconnaissance, si vous voulez. Et puis on a trouvé, il y a des grandes explorations terrestres et marines qui vont ramasser de grandes pelletées d'océans puis qui les amènent dans les laboratoires. On fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la métagénomique et on trouve des espèces ou des fragments que l'on n'arrive pas à attribuer aux grandes bases de données dont les scientifiques disposent pour dire tiens, j'ai trouvé telle espèce, je l'apparente à telle famille, à tel genre, etc. Donc, et en plus, ce que l'on trouve là dans ces grandes explorations, bien souvent on les ramène en laboratoire, mais comme on ne sait pas de quoi vivent ces espèces-là, on ne peut pas les cultiver, donc on ne peut pas les connaître de manière approfondie. Parce que comment se développe la connaissance scientifique des organismes vivants, des bactéries ou d'autres, c'est en les faisant pousser, se reproduire, et de là on comprend leur métabolisme, donc toute la chimie qui les anime, quoi, hein, les échanges avec l'environnement, l'ADN dont on a parlé. Donc voilà, on ne peut pas faire tout ça parce que pour l'instant on en est là. Et ça avance. Hein. N'est-ce pas, Florian? Oui. Bon. C'est étrange parce que, ce que vous êtes en train de dire, finalement, m'évoque un autre artiste qui était scientifique, je crois aussi, en tout cas, qui avait des prétentions. C'est Jules Verne, Oui. qui a écrit Voyage au centre de la Terre, si je ne m'abuse. Et en fait, on n'oublie pas que l'objectif aujourd'hui de ce débat, c'est de parler du jour d'après. Moi, en préparant, j'imaginais que le jour d'après, tant est qu'on rêve d'un jour d'après qui soit radieux et où on soit débarrassé de tous les problèmes qu'on peut connaître, écologiques, climatiques, et ainsi de suite, je pensais qu'il pouvait venir plutôt du cosmos. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que le centre de la Terre, On a beaucoup à on faire. ne le connaît vraiment pas et que peut-être quelque chose se joue dans les entrailles même de la planète, qui n'est pas juste l'expulsion des gaz de schiste, mais qui peut être quelque chose de peut-être très bénéfique puisqu'on n'en sait rien. Oui, il y a les entrailles de la Terre et puis il y a la Terre elle-même, c'est-à-dire il y a une énorme biodiversité que l'on ne connaît pas. Et donc pour moi, le futur, c'est évidemment l'espace et tout ça, puisque je m'intéresse, comme vous l'avez dit, aux origines de la vie et tout ça. Donc, chercher la vie ailleurs, c'est une ambition humaine depuis toujours. Quoi. Mais disons que à l'heure actuelle, pour moi, le futur, c'est la connaissance et la préservation de la biodiversité. Pour moi, le futur, dans les dizaines d'années qui viennent, jusqu'à la fin de ce siècle-là, je crois que notre ambition et notre tâche, c'est celle-là. Et c'est donc se remettre au niveau de la nature, ce que l'espèce humaine a tendance à s'éloigner de la nature, à vouloir être maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes. Donc je crois que notre mouvement aujourd'hui, il est de revenir sur Terre. Ça nous amène, c'est compliqué de faire l'impasse là-dessus, donc j'aimerais qu'on en parle une seconde quand même, à l'année qu'on vient de traverser, à cette pandémie, à ce coronavirus qui est arrivé depuis la Chine, pour se commencer. Comment est-ce que vous réagissez tous les trois, et vous, Maxime, en tant qu'artiste, à cette idée que peut-être l'homme est allé pénétrer un territoire où il n'avait sans doute pas à aller, créant ce qu'on a appelé la zoonose, et ramenant à l'intérieur donc de sa communauté un virus avec le contact duquel il aurait mieux valu qu'il ne soit pas. Ça vous inspire quoi, cette idée que finalement c'est l'homme qui a provoqué lui-même, qui aurait, je mets tout ça au conditionnel, qui aurait provoqué lui-même l'arrivée et le déferlement de ce virus sur le plan planétaire? Je ne sais pas si c'est ma technologie, tout ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un moment d'effort collectif et de solidarité pour les artistes en général.
que c'est un moment de repli aussi. C'est ces deux mouvements un peu contradictoires à la fois. Après, les causes, les raisons, etc., ça me dépasse un petit peu, mais voilà, il y a cette idée de, enfin, cette impulsion, je crois, en ce moment, en tout cas, en réaction à des choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous, qu'on ne maîtrise pas, d'efforts collectifs, et puis je crois aussi de peut-être un désir d'avoir les idées claires. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce de moment de brouillard général où il est très facile de se laisser, comment dire ça, de lâcher la proie pour l'ombre, quoi. C'est-à-dire de se laisser porter par des idées, par des sensations, qui sont en fait juste dues un petit peu à la situation très particulière. Et je pense qu'avoir les idées claires, c'est quelque chose qui est important et qui va de cet effort collectif, quoi. Qui va de cette volonté des artistes, en tout cas, de, euh, de faire des choses ensemble et de collaborer ensemble et de s'associer, de produire des choses à plusieurs voix. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 c'est clair. Mais en fait, mais ça répond pas. Ça, non, pas vraiment. Mais je comprends que c'est pas une question qui est forcément simple. je peux donner Mais notre est-ce que quand même, bon, on a vécu une chose tout à fait et dramatique pour beaucoup d'entre nous et très étonnante également, malgré tout, qui n'était jamais arrivé à la civilisation contemporaine. Est-ce que vous avez entendu cette chose-là comme une sonnette d'alarme, vous les scientifiques pour le coup, et vous aussi Maxime, comme un signal qui disait maintenant il faut changer, il faut passer à autre chose, mais de manière résolue, radicale, chacun à son niveau. On va pas faire la révolution, mais chacun à son niveau. Est-ce qu'il faut effectivement essayer d'enclencher une autre mécanique dans notre relation à la planète, à la nature? Vous en parliez, Marie-Christine. Comment les citoyens et les professionnels en vous ont réagi à ça? Les êtres humains ont réagi à ça? moi, je ne veux pas relativiser ce coronavirus, horrible coronavirus, mais vous savez que tous les virus ne sont pas pathogènes, hein. Il y a bien, nous avons nous des microbes, un microbiome, un virium, sans lequel nous ne pourrions pas vivre. Nous ne sommes pas seuls au monde. Hein, il faut vraiment se le dire. Quand vous avez le spleen, dites-vous, je ne suis pas toute seule. J'ai en moi des bactéries qui me veulent du bien, des virus qui me veulent du bien. Donc je dois prendre soin de ces bestioles-là qui me constituent aussi. Il y a plus de bactéries en nous que de nos propres cellules, hein. Mais à vous écouter, moi, ce que je pensais, c'était au sida. Le sida, ça a été ça a ravagé une population entière, quand même, hein. Donc là, coronavirus, le monde entier a réagi, avec chacun des moyens différents. Mais à l'époque du sida, le monde entier n'a pas réagi. Donc, je pense qu'on a progressé, quoi, malgré tout. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis il y a eu d'autres pandémies, hein, il n'y a pas eu que... À propos du VIH et du sida, je n'emploierai pas le passé, c'est toujours actuel et ça continue toujours. Peut-être en Occident, mais il y a d'autres parties de la planète qui en souffrent beaucoup encore. Et en tant que scientifique, cette année qu'on vient de vivre, qu'elle nous encourage à comprendre l'origine de la pandémie, d'où elle vient, comment elle a évolué, et à produire des vaccins efficaces. En tant que scientifique, c'est ce qu'on peut faire, c'est comprendre et essayer de lutter contre. Après, les raisons de l'apparition, et voilà, je pense que ça dépasse mon avis de scientifique. On a beaucoup parlé, vous l'avez remarqué comme moi, et je pense que toutes les personnes qui sont derrière leurs écrans actuellement également ont parlé beaucoup du monde d'après
il y a un an, on rêvait d'un monde d'après. Aujourd'hui, c'est une expression qui n'intervient plus. On dit plus quand ça sera fini, dans le monde d'après. Euh, ça n'entre plus dans le champ des analyses, des observateurs. Pourquoi, selon vous? C'est une prudence, non? Je sais pas. On parle toujours du monde d'avant, en tout cas. Ouais. J'ai l'impression que c'est juste oui, une prudence, parce qu'on sait, qui sait, je sais pas. Enfin, on entend beaucoup parler de nostalgie aussi du monde d'avant, et puis, si je dis pas de bêtises, je sais pas, demain tout réouvre un peu, Oui, à peu Demain, près. un peu, et ça c'est déjà pas mal. On est déjà beaucoup à être très impatients de pouvoir retourner au musée ou en terrasse, je sais pas, enfin, pouvoir profiter de choses un peu semi-collectives. mais si vous aviez la possibilité de jeter, comme on se débarrasse de certaines valises, des choses qui ne sont plus utiles, dont vous n'avez plus besoin, dont vous ne souhaitez plus la présence dans vos vies, de ce monde d'avant. Il y a ce petit, Qu'est-ce que vous jetteriez? Qu'est-ce que vous laisseriez? questionnaire en ligne de Bruno Latour. De Bruno Latour. Je sais pas si Oui, tu quand on connais, parlait tout à l'heure. qui est plus une sorte d'examen personnel qui permet de faire le tri. Alors, c'est pas un examen, il y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ça permet de faire le tri entre ce qu'on aimerait qui continue et puis ce qui sont pas nécessaires et puis les choses où on se dit vraiment, c'est vraiment pas indispensable du tout, du tout. Et il est pas mal, on le trouve en ligne très facilement et en fait, c'est un examen personnel, individuel à la fois. Et puis, tu vois, je parlais d'effort collectif tout à l'heure. J'ai l'impression que ça, c'est quand même quelque chose qui va faire que le monde d'après, il se distingue un petit peu du monde qu'on a laissé, quoi. Je sais pas. Donc, si j'entends bien, Maxime, vous, ce que vous laisseriez, c'est peut-être tout ce qui est un peu trop individualiste dans nos modes de vie pour aller vers quelque chose de peut-être plus collectif. Euh, j'ai l'impression d'essayer de le faire déjà Oui. beaucoup depuis un moment, mais je crois que, alors en tout cas dans le domaine de l'art visuel, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe déjà pas mal et qui se renforce de plus en plus, notamment avec des volontés de faire des choses décentralisées, pas forcément que à Paris. Je prends juste cet exemple-là, tu vois, de travailler beaucoup et encore plus en province. Il y a eu par exemple, ou même dans des grandes villes, quelles qu'elles soient, il y a eu par exemple la Biennale à Marseille. Récemment, il y a de plus en plus une activité artistique qui se développe dans le sud, par exemple, et qui est très implantée. Il y a une activité artistique qui de plus en plus, enfin un tissu qui est de plus en plus solide sur tout le territoire. Et ça, je suppose que avec des restrictions qu'on maîtrise mal, avec des choses comme ça, c'est quelque chose qui va se, en tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui va se consolider de plus en plus. Florian, Marie-Christine, qu'est-ce que vous jetteriez? Qu'est-ce que vous laisseriez derrière vous si vous en aviez le pouvoir? Moi, je ne jetterai rien. Mais par contre, enfin, si, moi, ce qui me frappe dans la période qui s'ouvre, c'est que l'on a découvert des choses qui nous entouraient tout autour de nous, des promenades, Ouais. la nature, l'amitié. Les gens ont souffert de ça. Moi, j'ai souffert, vous ne pouvez pas savoir, de ne pas voir mes amis, enfin, voilà. Donc, le prix de toutes ces choses-là, je pense, dans la période qui s'ouvre, va être augmenté, va être choyé. Enfin, moi, je vous assure, j'ai hâte d'être à demain. Enfin, demain, je pourrais pas. Pour aller boire un verre euh, avec des amis ou les recevoir chez moi ou n'importe. Enfin, voilà, c'est ce que cette période-là m'a fait sentir. Ce dont vraiment, ce à quoi je tenais le plus. C'est-à-dire l'amitié, la nature, les promenades, pas prendre sa bagnole tous les quarts d'heure, enfin, etc.
Donc, vraiment, je crois que c'est ça. Et je pense que c'est beaucoup de personnes comme ça. Ce matin, j'écoutais à la radio des lycéens qui étaient interviewés comme ça, une jeune lycéenne qui disait « Oh, c'est formidable, on va pouvoir aller boire un verre entre amis et puis parler de rien, de tout. » Alors qu'avant, et puis, parce que c'est pas la même chose. Alors, elle disait avec sa voix d'enfant, c'était magnifique. Il y a les conversations qu'on a chez soi, qui sont intimes, qui font... vous l'avez entendu ce matin? Non, C'était magnifique. Donc, mais là, en terrasse de café, on a simplement le plaisir de se regarder, de se sourire et de se rencontrer. Voilà. Et je pense, et ça, c'était une jeune fille qui disait, une lycéenne. Donc, si les jeunes arrivent à, à, à adhérer à ce bonheur-là de l'existence, je pense qu'on aura acquis quelque chose de positif à travers cet épisode dramatique pour certains, quoi. Mais je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Moi, il me semble. Et vous, Florent? Comme Marie-Christine, je ne veux pas penser au négatif et à ce dont je voudrais me débarrasser, mais à ce que je voudrais développer. Et c'était quelque chose que je voulais déjà, que je développais avant, mais là, ça m'est paru comme une évidence. C'est qu'il faut s'investir encore plus pour les jeunes, pour transmettre, pour leur enseigner le peu qu'on sait et les inviter à savoir et connaître plus que nous et à ne plus penser que pour nous, pour notre petite vie. Voilà. Il y a des gens qui ont envie de savoir, de découvrir et il faut qu'on s'occupe d'eux. Et on est dans un endroit fait pour ça. Le jour d'après, il va être pris en charge par les collégiens et les lycéens qui, je l'espère, sont très nombreux à nous regarder et à nous écouter, mais il va aussi être pris en charge par la génération des tout petits qui, nés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vient de vivre là quand même une très longue période qui n'est pas terminée, ou face à eux, et je pense aussi aux élèves d'école primaire qui sont à la maternelle, viennent de vivre avec en face d'eux, mis à part leur famille et leurs proches, des gens masqués. Et c'est vrai qu'on se pose la question dans le jour d'après, puisque on est là-dedans, ça donnera quoi ça? C'est compliqué de faire de la prospective, mais bon. On découvrir que les êtres humains ont un nez et une bouche. C'est une grande découverte. C'est la deuxième phase du stade du miroir. Ils se sont vus dans la glace, elle avec un nez et une bouche, et puis ils voient leur mère avec un masque, leur père. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est une question. C'est une question très importante. Je pense aussi que c'est probable que ce genre de traumatisme n'en devienne plus un très vite. Il y a eu d'autres épidémies ou pandémies dans le passé et 40 ans après, les gens qui avaient vécu ces épisodes-là avaient du mal à s'en souvenir. Donc je pense qu'on fait le tri aussi pour passer à autre chose et pour vivre simplement. En même temps, il y a, je pense, enfin je ne sais pas ce que vous en direz, mais dans l'engouement par exemple auquel on assiste pour l'aventure de Thomas Pesquet actuellement. Une sorte d'adhésion à un désir d'ailleurs. Est-ce que le jour d'après, c'est aussi ce désir d'ailleurs? Je suis pas sûre. Non. C'est ça. J'ai l'impression que l'aventure de Thomas Pesquet est une aventure extraordinaire. Mais, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Thomas Pesquet, scientifique, qui d'ailleurs fait un travail d'artiste, puisqu'il raconte depuis finalement le cosmos, il raconte une histoire à la France entière, avec ses photos, avec ses commentaires. Il écrit une histoire pour la France. Moi, la manière dont ça a été présenté par les journalistes, c'est surtout l'image du héros, plus que du scientifique, de l'artiste ou de la découverte de l'espace et de la vie ailleurs. Et je crois que oui, il y a cette image du héros qui est très très importante dans la jeunesse des
jeunes ont besoin de héros. Et ça a été très, très amplifié par les médias. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça. Et au fond, oui. Ça vous fait rêver, vous, la vie sur Mars? Ça fait rêver mon fils. Oui. Ça le fait Quel rêver. âge? Donc, Il a 7 ans et Thomas Pesquet, évidemment, ça le fait rêver. Il a découvert, comme tous les gamins, cette petite peluche qui entre en apesanteur et qui sert un peu de niveau à bulle. ouais. Ça, évidemment, il a adoré. Et puis aussi les images de la planète vues du ciel. Ça interroge vachement quand on a 7 ans. Le fait de pouvoir voir le monde comme ça. Donc ça le fait rêver. Après Mars et la station spatiale. Oui. Je crois qu'il préférerait aller jouer au foot avec ses copains dehors et ça serait pas mal. Non, parce que finalement, les images qu'envoie Thomas Pesquet, c'est pas autre chose que les aquarelles de Tom Shannon, sauf qu'on voit pas la cloche. Mais bon, l'univers est quand même entouré d'une cloche, plus ou moins. Hein? Comment Non. ça? L'univers est en peu. Je comprends. Non, il n'est pas entouré d'une cloche, l'univers, il est en expansion infinie. Ah oui, Ben, donc, il n'y a pas de cloche. S'il est en Enfin non, il n'y a expansion. pas de cloche au sens strict, mais Oui. S'il est en expansion, par définition. j'avais une dernière question sur la part dans nos vies de cet ailleurs qui est très important et qui est à la fois source artistique et source de savoir et source de recherche, qui est le numérique, la planète numérique. Ce jour d'après, est-ce qu'il pourrait devenir à majorité un jour numérique? C'est-à-dire qu'on n'aurait plus, on vient de le vivre pendant un an, la nécessité absolue d'être dans du contact physique. On peut tout à fait inventer toutes sortes de dispositifs d'interaction sans avoir besoin de se croiser. Est-ce que, Ouais. au secours, vous préférez aller sur Mars? Maintenant, il y a cette phrase de Baudelaire, tu sais, n'importe où, mais hors du monde. Oui. Et j'ai l'impression qu'on a plus, on vit enfin, en tout cas personnellement, le sentiment inverse, c'est-à-dire un fort désir de se retrouver, Oui. même pas d'aller très loin, mais juste un désir de se retrouver et de proximité, de promiscuité, de tout ce dont on est, Privé. tout ce dont on est privé, et que après le digital, c'est fantastique, mais c'est juste un trait d'union, quoi. C'est pas quelque chose qui est, je crois pas. C'est pas une fin en soi. Pour moi, non. Mm. En tout cas, pour moi, non. Pour Oui. d'autres, je sais que c'est très important pour les ados et qu'ils ont une vie digitale qui est beaucoup plus riche que ma génération a pu l'avoir, en tout cas, et que c'est quelque chose que c'est une vraie vie pour eux, une vie en plus, mais en tout cas pour ma génération, c'est impensable enfin le désir le plus immédiat, c'est vraiment de se retrouver et de prendre à rebours la phrase un petit peu de Baudelaire, quoi. C'est-à-dire partout et se retrouver. Mm. Une phrase de conclusion pour chacun avant de passer à l'étape suivante, qui est la question, ou les questions, s'il y en a, des lycéens. Moi, par rapport à ce monde numérique, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Maxime. Et c'est un avatar technologique qui va être décisif dans les décennies à venir. Je ne veux pas du tout minimiser. Mais c'est aux chercheurs et aux artistes, donc à l'art et à la science, de faire en sorte que cette nouvelle ère technologique ait la dimension humaine qu'a eu l'imprimerie ou le cinéma, par exemple. Hein. Par exemple, le cinéma, ça a été inventé par un ingénieur et c'est une œuvre d'art. C'est Edison, le premier, qui a fait le kinétoscope, c'est-à-dire qui a mis des photographies les unes à la suite des autres sur une bande.
qui a accéléré pour donner du mouvement. Puis maintenant, ça donne le cinéma. Le cinéma, c'est une œuvre d'art. Mm. Donc, ces grandes inventions, imprimerie, cinéma, numérique aujourd'hui, on ne peut qu'espérer que le numérique aura cet avenir-là. Il ne restera pas cantonné à un smartphone et à une application, comment dire, domestique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil domestique. C'est devenu indispensable, exactement. Voilà. Alors, il y a des artistes qui font dans le numérique, Oui. qui ne font que du numérique, et c'est remarquable. Enfin, dans la revue Art et Sciences, il y a un chercheur des télécoms qui s'appelle Henri Maître, qui a écrit un article remarquable sur le beau est-il subjectif, et qui parle justement de l'impact du numérique sur les photographies. Alors, parce qu'aujourd'hui, il existe des bases de données mondiales sur les photographies. Et grâce au numérique, on peut, sur un certain nombre de critères, décider quelles sont les meilleures photographies. Et donc, il y a des algorithmes en fait, très sophistiqués. C'est un article un peu compliqué, en tout cas pour moi, et où il démontre qu'il y a une définition du beau qui se dessine à travers ces algorithmes qui analysent des œuvres d'art. Et sur la photographie, parce que c'est plus facile d'extraire des pixels, des machins, des trucs, etc., sur une photographie que sur un tableau de Léonard de Vinci ou de Caravage. Donc voilà, il y a des tentatives de liaison, de lien entre le numérique et l'art. Mais enfin, son article s'intitule quand même « Le beau est-il subjectif ?» Ah, le beau est Peut-on dire, subjectif, oui. Oui, mais je vous invite, si vous êtes branché sur le numérique, à lire cet article. Il est remarquable. Henri Maître. Mais moi, je pense que le numérique, il est en train de frapper aux portes de l'art, ça c'est certain. De la science, je ne sais pas, je ne connais rien. Mais ça, on a déjà vu des spectacles de théâtre avec des avatars sur le plateau, plus vrais que des êtres humains. Orisa Hirata, un japonais, a fait ça avec des avatars, des robots et des avatars. Et c'était troublant parce qu'on se dit qu'effectivement, demain, le comédien, peut-être, sera remplacé. Mais il y avait des vrais spectateurs. Il y avait pour l'instant des téléspectateurs, mais qui sait, on va arrêter ce débat aux portes finalement de ce qui pourrait être un débat d'après, qui est un débat qui occupe la communauté scientifique et la communauté artistique et la communauté tout entière, qui est le débat du transhumanisme, parce qu'il y a des avancées majeures quand même, et pas toutes négatives qui sont faites sur la façon de soigner le vivant. Donc, mais enfin bon, c'est pas l'objet du débat, ça sera peut-être pour le jour d'après où on se retrouvera dans la serre tropicale du Muséum d'histoire naturelle, en remerciant beaucoup Madame Lavalette de nous avoir ouvert les portes et le MUMO, les académies de Créteil et Versailles, ainsi que vous trois, Maxime Rossi, Marie-Christine Morel et Florian Jabour. Merci Joël. Merci Joël. Alors peut-être peut-on demander aux élèves qui nous écoutent s'ils ont une dernière question. Vous pouvez vous exprimer à travers le chat et puis la question sera relayée. Eh bien Joël, je vais vous retourner l'appel. Avez-vous une dernière question? Ah non. On a bien balayé. Ah, si, j'en ai d'autres, mais elles vont être un peu hors-sujet, donc non. Bon, nous vous remercions pour cette animation, pour ces échanges qui nous font prendre du temps au milieu de cette pandémie. Bon, finalement, il en a été beaucoup question, mais c'est peut-être aussi tout ce qui donne la valeur à ces moments que nous venons de vivre, en réfléchissant à l'art, aux sciences, toutes ces activités éminemment humaines qui nous caractérisent et qui font tout le prix de nos vies.
Alors, ces vies qui nous semblent un petit peu diminuées en ce moment, mais qui, ça a été dit dans le débat, finalement, même au travers de ce contexte difficile, trouvent toute leur valeur et s'épanouissent de manière différente, mais si profondément humaine.